Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme tous les mercredis soirs sur votre chaîne Canal Algérie. Ce soir, 3 thèmes ont été retenus pour cette soirée. La COP27, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, se tient depuis lundi en Égypte, à Sharm el-Sheikh, dans un contexte où le réchauffement de la planète progresse à un rythme beaucoup plus rapide que prévu. La planète est menacée par la multiplication des catastrophes climatiques. Cette édition est notamment présentée comme une COP africaine en raison d'abord de sa localisation et l'espoir qu'elle donnera aux pays africains et à leur agenda une chance d'occuper le devant de la scène. Près de 30 ans après la première COP, que faudra-t-il retenir? Beaucoup parlent d'un flot de promesses et peu d'engagement et beaucoup moins d'actions concrètes. Pour notre deuxième plateau, les futurs diplômés de l'université pourraient désormais être des créateurs d'emplois au lieu d'en être des demandeurs. Les diplômés de la session de juin 2023 pourront réaliser des prototypes de leurs projets innovants et créer par la suite leur propre start-up. Un partenariat entre le ministère de l'Enseignement supérieur et celui des start-up. Nous avons-nous les moyens de notre politique? Nos invités nous répondront tout à l'heure. Et enfin, les élections mi-mandat aux USA ou les midterms, une échéance cruciale et souvent difficile pour le président en place. Pour l'heure, les résultats donnent tort aux sondages qui prédisaient une victoire écrasante du Parti des Républicains. Les démocrates et les républicains sont pour l'heure au coude à coude. Pourquoi cette élection est si importante? Élément de réponse dans notre dernier plateau. Mais nous allons commencer donc avec la COP27 et je vous présente notre premier plateau. Nous accueillons sur ce soir Madame Fedal Taïbi Sabrina, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous. Vous êtes directrice du laboratoire de préservation et de la protection des ressources en eau à l'université de Blida. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Nous accueillons également le professeur Abdelkarim Chilroum, bonsoir. Bonsoir madame. Vous êtes directeur de recherche à l'USTHB et président du club des risques majeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avant de développer ce sujet, je vous propose de revenir sur les enjeux de cette COP27 avec notre journaliste Nakhla Al-Arbi. L'obligation de résultat, c'est toute la question. Un réchauffement global à maintenir sous la barre de 2 degrés, c'est possible si les décisions prises lors des dernières rencontres avaient été mises en œuvre, notamment par les pays industrialisés, voire pollueurs. La différence cette fois est que la rencontre de Sharm el-Sheikh prépare le premier bilan mondial de 2023 qui évaluera les engagements pris lors de la conférence de Paris. La COP27, conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à laquelle participent 200 pays, intervient cette année dans un contexte géopolitique particulier marqué par les conflits, notamment russo-ukrainiens, et des crises, en l'occurrence celle de l'énergie. L'humanité a un choix, coopérer ou périr, c'est soit un pacte de solidarité climatique, soit un pacte de suicide collectif, a lancé Antonio Guterres auprès des chefs d'État et de gouvernement. Guterres s'est voulu alarmiste face à l'urgence de renforcer la lutte contre le réchauffement climatique. Le secrétaire général de l'ONU a adressé des avertissements aux 2 plus grands pollueurs mondiaux, à savoir les États-Unis et la Chine. Pour le secrétaire général de l'ONU, cette rencontre doit poser les fondations pour une action climatique plus rapide et plus courageuse, maintenant et pendant cette décennie qui décidera si le combat pour le climat est gagné ou perdu. Il est question de rappeler les engagements jusque-là non tenus des États signataires au vu des politiques menées jusque-là et qui vont à l'encontre des accords signés lors des dernières conférences. Il s'agira également d'activer les recommandations des accords de Glasgow en 2021. En 2016, l'Algérie a ratifié l'accord de Paris sur le climat et a 5 ans plus tard adopté le plan national sur le climat 2020-2030 dont l'objectif est de réduire de 7% les émissions des gaz à effet de serre. Un taux qui pourrait atteindre 22% d'ici 2030 si l'Algérie arrive à bénéficier de l'aide financière nécessaire pour les grands projets visant à s'adapter au changement climatique. L'Algérie, qui réaffirme son engagement à soutenir les efforts mondiaux visant à y faire face, compte, à travers son programme d'énergie renouvelable, se positionner comme un acteur majeur de la production de l'électricité à partir des filières du photovoltaïque. L'État a également affiché ses ambitions quant à la production de l'hydrogène vert à des prix très compétitifs. Plusieurs partenariats ont été signés à cet effet. D'autres actions ont été initiées, à l'instar de la relance du barrage vert et la plantation de 17 millions d'arbustes à l'horizon 2025. De nombreux États ONG et observateurs espèrent à juste titre que la tenue dans un pays africain de ce sommet va améliorer la visibilité des demandes prioritaires de la société civile et des États africains. Et c'est un des grands enjeux de cette COP27. Alors tout d'abord, est-ce que cette COP27 est celle de la dernière chance, professeur Chilroum? Bon, merci pour l'invitation, madame. C'est un sujet d'actualité puisqu'il y a la tenue de la conférence à Sharm el-Sheikh, de la 27e conférence des Nations Unies. Malheureusement, je dois vous dire que j'ai suivi ces COP
depuis 1992, depuis l'accord de Rio, pratiquement c'est 30 années, 3 décennies, mais on assiste toujours à des recommandations théoriques. Des promesses qui ne sont pas tenues. Des promesses, des recommandations, mais sans texte d'application, sans suivi et sans encadrement. Donc la situation qui se pose actuellement, elle est très simple, elle n'est pas complexe. Il y a les pollueurs, c'est les pays du G20, ils participent et ils sont responsables de pratiquement 85%. Et puis si je prends l'Afrique et les pays arabes, puisqu'il y a eu le sommet arabe dernièrement, la tenue du sommet arabe à Alger, nous sommes responsables de 4%. Alors le constat, il est parlant, il est clair. Donc, il y a un responsable. Si je reprends les recommandations de la COP de Glasgow, la dernière, ils ont posé le financement des mesures d'atténuation et de mesures d'adaptation. C'est le soubassement, si vous voulez, de la réduction des gaz à effet de serre, des GES. Là, on dit qu'il y a eu 100 milliards de dollars, mais à peu près, après constat, c'est à peu près 80 milliards de dollars de versés dans sur le les 100 milliards qui sont promis pour chaque année. Où sont passés l'argent, il faut le tracer, il faut un traçage. On va revenir sur le financement. On a eu en Algérie des catastrophes, des méga-catastrophes. Ne serait-ce que l'année passée. Nous vivons déjà les conséquences des changements climatiques. Des risques majeurs. Nous avons des risques majeurs. Nous avons des feux de forêt, nous avons des inondations, mais à chaque fois, c'est le trésor public. Je prends le cas du Pakistan dernièrement. Il n'a reçu aucun financement. Aucun financement. Et ça va de mal en près d'un tiers du pays. Donc voilà, la COP, j'espère que cette COP 27 va se pencher sur la problématique africaine et arabe. C'est ce qui est attendu. On va en développer davantage. Alors il faut le dire aussi, que nous sommes dans un contexte assez particulier. Vous le disiez, la COP27, donc 27 ans, presque 30 ans après, on en est toujours au point de départ, à décider qui est responsable, qui doit payer, comment agir pour les pays en voie de développement. Aujourd'hui, il y a un contexte particulier de crise énergétique, crise avec la guerre en Ukraine qui accentue donc la pression sur ces pays. On parle de retour du charbon, par exemple. Est-ce qu'aujourd'hui, face au changement climatique que nous vivons actuellement, puisqu'on dit qu'il faut limiter à 1,5 degré d'ici un siècle, est-ce qu'on pense que c'est utopique ou est-ce qu'on pourra y arriver, Madame Taïbi? Alors, merci pour cette question. Déjà, il faut situer l'état du réchauffement climatique actuellement. Donc, il y a des concentrations de gaz à effet de serre très, très importantes qui sont rejetées par les pays développés. Et ces concentrations font que cet excès de concentration de CO2 fait que nous vivons un réchauffement de plus d'1 degré. Donc avec un réchauffement de plus d'1 degré, ça a des conséquences qui ne sont pas négligées. Ces conséquences-là, on les observe à travers la réduction de la disponibilité des ressources en eau. Ces conséquences ont affecté l'agriculture, donc directement la sécurité hydrique et la sécurité alimentaire, sans parler de la santé humaine et aussi les pertes en biodiversité. Donc il y a urgence. Il y a urgence, tout à fait. L'accord de Paris qui stipulait donc de limiter l'augmentation des températures à 1,5. Donc pour atteindre les pays qui ont donc signé et ratifié cet accord-là, devaient déjà s'engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Depuis 2015, rien n'a été fait. Et comme vous l'avez souligné avec la crise énergétique, plusieurs pays d'Europe ont repris donc leurs centrales à charbon. Et là, au lieu d'aller vers une réduction des concentrations de gaz à effet de serre, tout à fait, on va se retrouver à émettre plus de gaz à effet de serre, tout à fait. Et donc, pour déjà atteindre les 1,5 d'ici 2050, on devrait réduire de 43% les émissions. Réduire de 43% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Donc, c'est un défi énorme et il ne peut être atteint sans des engagements concrets, réels, que ce soit
en termes de mesures d'atténuation qu'en mesures d'adaptation. Alors, on parle de cette COP de Glasgow où on devait situer les responsabilités de chacun, de créer aussi un financement pour les pays les plus touchés. On parle d'une enveloppe de 100 milliards de dollars qu'on n'a jamais vu, qui n'a jamais vu le jour. Vous le disiez tout à l'heure, on a atteint les 83 milliards, mais ils n'ont été répartis sur aucun pays. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut mettre l'accent sur ça, finalement, sur le financement qui doit d'abord commencer, que les pays pollueurs prennent leurs responsabilités qui ne sont pas présents à la COP 27 et d'ailleurs Antonio Guterres les a ciblés. Ni à la COP 26, ni à Glasgow. Donc la Chine et les États-Unis. C'est ça, ni le Brésil à Glasgow. Oui. Donc, vous savez, vous avez en face de vous des gens qui sont responsables de cette situation et sur laquelle nous n'avons aucun contrôle en tant que pays en voie de développement ou des pays africains ou des pays arabes. Donc ce n'est pas des risques intramuros. Nous avons déjà, 10 risques intramuros qu'on doit gérer nous-mêmes. Mais là, c'est un risque externe que personne n'a le contrôle dessus. Donc, à mon avis, la seule solution pour atténuer, c'est d'aider financièrement les pays vulnérables. Les pays vulnérables, c'est tous les pays, nous-mêmes, et tous les pays africains et les pays arabes. Donc, aujourd'hui, même les autres pays subissent les aléas des changements climatiques. Dégager déjà un montant, pas de 100 milliards actuellement. L'ONU a, je pense qu'ils ont identifié pratiquement, ils ont calculé, ils ont dit qu'on a besoin de 340 milliards de dollars. Moi, je dis, s'il y a une enveloppe de 200 milliards de dollars réservée pour les pays africains et les pays d'Asie, donc je pense qu'on peut, il va y avoir un semblant de volonté, si vous voulez, et puis il va y avoir un semblant de démarrage. Mais avec en les crises, de mesures préventives. Mais avec les crises mondiales que nous sommes en train de vivre, beaucoup ne passent pas. Nous avons la crise énergétique, la crise alimentaire, la crise de l'eau, le stress hydrique qui est par surtout nous, en tant qu'Afrique, la sécheresse. Et nous, l'Algérie, c'est un continent, comme vous le savez. Nous avons la désertification. Absolument. La désertification qui doit être financée justement par le fonds environnement, le fonds de la COP. Ce n'est pas à l'Algérie d'arrêter l'avancée du désert. Bon, vous avez parlé tout à l'heure, c'est bien, du barrage vert. Le barrage vert, il y a une année, il y a eu une volonté de relancer. Non, il y a eu une décision de Monsieur le Président de la République de relancer justement de manière frontale et de manière agressive, si vous voulez, la mise en place non seulement comment dirais-je, de villages et de villes le long de ce barrage vert qui est long de 1500-1600 kilomètres. Donc c'est une volonté politique avérée. Et là, on parle de plusieurs millions d'hectares sur le barrage vert, 4,7. Et puis il y a une autre idée qui a été lancée dernièrement, j'y ai assisté à une réunion, c'est le barrage vert le long de la ligne Ain Saleh Tamarasset, le long de la conduite d'eau. Donc c'est une excellente idée pour l'Algérie. Mais la seule solution, à mon avis, c'est le financement extérieur, c'est le financement de la COP qui doit être effectif pour. Il y en a qui parlent carrément passer par le juridique et de le poursuivre en justice ceux qui ne répondent pas. Le préjudice, les pertes, les pertes et préjudices. Parce qu'on n'est pas responsable de ça. Oui. Alors, on a entendu Antonio Guterres, il a tenu des propos très durs dans son allocution. Il parle de devoir choisir entre solidarité et suicide collectif. C'est à cela que le monde doit se préparer. On parle du dernier rapport du GIEC qui parle de 3,3 à 3,6 milliards de personnes qui sont désormais très vulnérables, soit près de la moitié de l'humanité. Finalement, les changements climatiques s'accélèrent plus vite que ce que l'on avait prévu. Exactement, tout à fait, parce qu'il n'y a pas eu d'engagement, il n'y a pas eu de mesures d'atténuation, et à cause de cela, donc les conséquences
vont continuer à s'accentuer et s'accélérer à une vitesse très très rapide. Donc le réchauffement cause des événements extrêmes. Donc on a des sécheresses, des inondations, des ouragans et l'Afrique, au cours des 2 dernières années, a connu près de 130 événements extrêmes. Et puis, on demande à des pays pauvres, les pays du Sud, qui subissent finalement les forts impacts du réchauffement climatique, de payer les deux, voilà, alors que les populations subissent de plein fouet, alors qu'ils n'arrivent même pas à mobiliser les financements pour atteindre les objectifs, leurs objectifs en termes de développement. Et c'est un petit peu injuste. Alors vous parlez de mesures d'atténuation, de mesures d'adaptation, ça consiste en quoi? Alors, il faut faire la différence entre l'atténuation et l'adaptation. L'atténuation, c'est la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, ça concerne toutes les sources d'énergie, donc pour arriver à atténuer les concentrations de gaz à effet de serre qui sont rejetées par ces industries-là. L'adaptation, c'est des mesures à mettre en place pour faire face aux conséquences du changement climatique. Je vous donne un exemple. Par exemple, je vais parler du secteur de l'eau. Donc, à cause des sécheresses qu'a connues l'Algérie auparavant, donc des sécheresses vraiment intenses, à partir de la moitié des années 70 aux années 2000, donc, à cause de ces sécheresses-là, l'État a pris donc des mesures d'adaptation pour subvenir aux besoins d'une population. Et aussi, il faut savoir que l'eau est au centre de tout développement socio-économique. Donc, c'est pour ça que la sécurité hydrique est primordiale. Et donc, l'État a déployé des efforts considérables par la réalisation de plus de barrages, de stations de dessalement, des stations d'épuration, des grands transferts hydrauliques. Donc, il faut mettre en avant ces efforts-là et ces mesures d'adaptation. Voilà. C'est à ce niveau-là que ça se détermine. Alors, dans le contexte mondial dans lequel nous nous trouvons, les décideurs politiques aujourd'hui s'efforcent de comprendre l'interconnexion entre les changements climatiques, la sécurité énergétique et la géopolitique. C'est comme ça qu'ils devront forger, sur ce plan-là, une stratégie mondiale en matière climatique, puisqu'on parle pour les pays industrialisés de retour au charbon, ce qui est quand même contraire à tout ce qui a été dit depuis 1992. Oui, mais vous savez, si vous suivez l'actualité depuis quelques années, je vais parler de ces pays pollueurs, les principaux responsables. Il y a eu l'accord de Paris, qui est un accord cadre. Tout le monde a applaudi. Les États-Unis étaient présents. Arrive l'élection présidentielle. Je parle de l'ancien, le président M. Trump. Il arrive, il jette ça dans la poubelle. Il l'a dit lui-même. Il a dit, moi je n'y crois pas, et tout ça. Et il a fait refonctionner, mis en marche, si vous voulez, toutes les mines de charbon. Parce que tout là, le Minnesota, tous les États où il y a des mines ont voté pour lui. C'est à grand débit, avec des méga-productions déjà depuis Trump et qui sont actuellement en production. Maintenant, en Europe, on assiste au niveau de l'Europe de l'Est. La Bulgarie, la Pologne, c'est des méga-productions, c'est en cours de production. Donc, c'est le charbon. Donc, c'est des émissions de gaz à effet de serre terribles, vous savez, très très importantes. Donc, je pense que il parle de 2030, d'ici 2030, je pense que les émissions vont au moins doubler. Donc voilà, vous savez, la contradiction. C'est pour cela que je vous dis... On essaie d'atténuer ça en disant qu'on va développer à côté la transition énergétique, mais finalement, ça ne reste encore une fois que des paroles. L'hydrogène vert, le solaire et tout ça, ils parlent de ça, mais ça, il faut le financer. L'Algérie ne peut pas. Nous avons également les gaz de torchage. Mais ça, on ne peut pas le faire. Il faut qu'il le finance. On a réduit ceci dit chez nous. Non, il faut qu'il le finance. Ce n'est pas son attraque de faire ça. Pourquoi ? C'est au pays industrialisé d'aider l'Algérie et de financer totalement ces effets-là. Alors pourquoi la COP27 est cruciale ? Parce que elle sera en 2020, la COP28 servira de tout premier bilan mondial du traité de 2015 et on est bien loin de l'objectif de 1,5%. Il est sous respirateur artificiel, a annoncé Antonio Guterres. Donc on sent vraiment qu'il y a une exaspération face à vous savez, le secrétaire général de l'ONU, avant de parler de ça, je le respecte, on le respecte, mais il faut qu'il parle
du réel nerf de la guerre, c'est le financement. Oui. Le financement, il n'a rien dit sur le financement. C'est l'enjeu principal de cette COP, puisque c'est les pays africains qui sont maintenant, le plus présentés. La COP 28, on parle du bilan. Oui. Le bilan, il faut qu'est-ce qu'on va présenter comme bilan? Voilà. Moi, je parle de l'Algérie. Hein. Oui. L'Algérie, on a besoin, moi je vous dis, pour régler juste, pour atténuer, je pense qu'il nous faut au moins 2 milliards de dollars. Et 2 milliards de dollars, l'Algérie ne peut pas se permettre de débourser du trésor public. Oui. C'est au pays industrialisé de financer ça. L'Égypte également. Voilà. Alors, l'Agence internationale de l'énergie, l'AIE, estime que la consommation de charbon de l'Union européenne a augmenté de 10% au cours des 6 premiers mois de 2022, principalement sous l'effet de la demande en électricité. Cette tendance devrait même augmenter à l'approche de l'hiver. Oui. C'est clair, oui, parce qu'ils sont obligés d'augmenter. Face à la crise énergétique et de répondre aux besoins de leur population. Ils sont obligés de répondre aux besoins de la population, et ce qui n'avantage pas, bien évidemment, la situation que nous vivons. C'est-à-dire que même si le prix à payer est élevé sur le plan économique et environnemental... On doit répondre aux besoins d'une population, malheureusement. Oui. Voilà, c'est l'intérêt qui prime, l'intérêt économique. L'intérêt économique qui prime, voilà. Alors aujourd'hui en Algérie, on est touché également par ces changements climatiques, on l'a vu, nous sommes signataires également des accords de Paris. On a essayé de se lancer dans pas mal de secteurs pour essayer d'atténuer aujourd'hui les émissions de gaz à effet de serre, mais il faut agir aussi sur comment atténuer... Alors, je cherche mes mots. C'est surtout sur la sécurité énergétique, voilà, et sur la comment réduire, la consommation électrique chez nous. C'est surtout jouer sur la consommation. Oui, c'est une excellente question parce que c'est là le fond du problème. Donc, chez nous, c'est des choses qui dépendent de nous, si vous voulez. Mais là, il faut qu'on soit aidé également. Je vous parle du bâtiment, par exemple. Oui, sur les isolations. Les isolations, c'est énorme, les dégagements à effet, les émissions à effet de serre, parce que les bâtiments ne sont pas isolés. Dans chaque appartement, vous allez retrouver 3 climatiseurs. Et puis, sans compter les chaudières et tout ce qui s'ensuit. Donc, vous avez l'agriculture également. Vous avez l'énergie utilisée pour l'électricité, les gaz, les stations électriques à gaz, comme celle de Hamma ou de Bebzoa, ça dégage énormément de CO2. Donc tout ça doit être remplacé. Comment? Ou bien doit être adapté, plutôt doit être adapté aux normes. Voilà, aux normes internationales. Donc il y a l'agriculture, il y a le bâtiment. Il y a l'industrie, il y a le transport, il y a tout. Donc le transport, il faut tout revoir. Même la qualité des voitures, la qualité. Donc tout ça doit être engagé, mais comme je vous dis, l'Algérie ne peut pas faire ça toute seule. Il faut profiter de ces fonds des COP pour essayer d'arracher le maximum. Alors, je vais rester avec vous sur une question sur ces changements climatiques. On l'a vu, on l'a subi également, les inondations, les feux de forêt, la sécheresse. Ça a un coût aussi, tout ça. Ça a un coût. Oui. Vous savez, les inondations... Que nous supportons. Ça a un coût matériel et un coût humain. Parce que si je vous prends par exemple les inondations de Bab el-Oued 2001, c'est 950 victimes et 150 disparus. Je vous prends les inondations de Gardaya, c'est 100 victimes. Je vous prends les méga incendies de Tizi, Mila et tout ça d'il y a 2 ans, c'est ça. C'est 200 victimes, je crois. Sans compter le coût sur le plan matériel. Les pertes sur le plan matériel et puis animal. Donc voilà, donc c'est énorme. Mais tout ça, ça a été, moi j'ai assisté, enfin j'ai pas, tout ça, ça a été fait sur le compte du Trésor public. Oui, alors justement, quelle serait l'urgence aujourd'hui pour l'Algérie? Qu'est-ce qu'elle peut faire à son niveau pour atténuer ou s'adapter, on va dire, à ces changements climatiques? Nous sommes dans quelle situation aujourd'hui? Dans le domaine des ressources en eau, par exemple. Alors déjà, parler d'atténuation et d'adaptation, le fait que l'Algérie fait partie de l'Afrique, qui n'émet déjà que 4% des émissions de gaz à effet de serre. Donc je pense que l'urgence, c'est surtout
d'aller vers des mesures d'adaptation et puis en parallèle se pencher sur les mesures d'atténuation. D'ailleurs, en parlant de mesures d'atténuation, l'Algérie a adopté en 2020 le plan national climat qui vise à réduire 7% des émissions de gaz à effet de serre avec des financements propres à l'Algérie, mais qui est prête à aller jusqu'à une réduction de 22% si nous bénéficions de d'un financement international et d'un accompagnement de transfert de technologies. En attendant le financement, M. Chouroub, et ce sera le dernier mot, nous pouvons faire des efforts à notre niveau? Oui, bien sûr, nous avons... Sans que cela touche notre développement. Nous avons déjà, comme je vous ai dit, nous sommes confrontés à 10 risques majeurs intramuros. Intramuros, quelques risques ils sont amplifiés justement par le changement climatique, comme les feux de forêt, comme les inondations. Mais il y a d'autres risques, comme les séismes, comme les risques industriels, ils sont intramuros. Donc ça... nous l'avons toujours dit, il faut mettre en application la loi 0420 qui est relative à la gestion des catastrophes dans le cadre du développement durable. Si les textes d'application sont signés, parce qu'ils sont en cours de signature, et je pense que la mise en place et l'application de ces textes va réduire de 80% les effets de tous ces risques majeurs en Algérie. Donc on va se limiter à contrôler les effets des risques climatiques. Merci, messieurs, dames, d'avoir participé à ce premier débat sur la COP27. Merci de nous avoir éclairé sur la situation. Nous allons passer tout de suite à notre deuxième thème, un diplôme, une start-up, avons-nous les moyens de notre politique? On le saura tout de suite avec notre prochain plateau. Mais d'abord, je vous propose de revenir en reportage, en images, sur ce premier complexe des start-up qui a été inauguré samedi dernier au centre universitaire Morsi Abdallah de Tipaza par les ministres de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'économie, de la connaissance des startups et des micro-entreprises. Nous sommes au niveau du premier complexe de start-up à l'échelle nationale. Un complexe qui fait office d'incubateur pour les entreprises innovantes portant le label de start-up, spécialisé dans les domaines techniques, des sciences exactes et de la technologie. C'est de continuer à faire l'idée jusqu'au bout. Donc, dès le suivi, Même les étudiants. À présent, tous les étudiants pourront profiter de cet espace propice à l'innovation, la créativité et la création de la valeur ajoutée. En tant qu'étudiant, c'est un véritable honneur de créer sa start-up à partir de cet espace universitaire. Ce projet est le fruit d'une coopération entre le secteur de l'enseignement supérieur et du ministère des start-up et qui vise à permettre au plus grand nombre possible de jeunes innovants à intégrer davantage le monde des start-up et de l'entrepreneuriat. Il faut savoir que depuis la création du ministère de l'économie, de la connaissance des start-up et des micro-entreprises, toutes les procédures administratives pour la création d'une start-up se font exclusivement en ligne. Ces espaces vont accueillir des étudiants récipiendaires du label start-up et de brevets de création pour une durée d'une année renouvelable. Ce projet de regroupement des start-up à l'échelle nationale sera progressivement généralisé au reste des universités algériennes. Aujourd'hui, plus que jamais, l'université se doit d'être la locomotive du développement local et national. Voilà, eh bien voilà, retour sur le plateau. Nous ne sommes pas contre les start-up, au contraire. Alors, un diplôme, une start-up, avons-nous les moyens de notre politique? Nous accueillons sur ce plateau nos invités. Nous avons avec nous M. Abdelkrim Djibrani, bonsoir. Vous êtes directeur des finances au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci d'être avec nous. Nous avons également M. Nourdine Wadah avec nous, bonsoir. Vous êtes directeur des startups au ministère des startups. On va faire plus court pour synthétiser. Nous avons également avec nous Monsieur le Mehdi Yetou. Vous êtes le cofondateur de la startup Yassir. Merci messieurs d'être avec nous sur ce plateau. Alors, les futurs diplômés de l'université pourraient désormais être des créateurs d'emplois au lieu d'être des demandeurs, Monsieur Djibrani. C'est le challenge à relever aujourd'hui pour l'université? Tout à fait. Je vais d'abord rappeler le contexte. Nous nous inscrivons, le ministère de l'Enseignement supérieur s'inscrit bel et bien dans le cadre de l'engagement 41 de Monsieur le Président de la République, qui consiste donc à mettre l'université dans un cadre qui favorise la formation, la recherche utile, mais aussi l'innovation et la créativité qui mènent vers la création de l'emploi.
Et c'est dans ce cadre que le ministre de l'Enseignement supérieur a assigné donc de nouveaux objectifs au secteur de l'enseignement supérieur, c'est-à-dire en plus de ces missions fondamentales, ces missions classiques qui consistent en l'amélioration de la qualité de la formation supérieure, en l'amélioration de la qualité de la recherche et la mettre en lien avec la croissance économique. Nous parlons maintenant d'un troisième objectif qui s'appelle l'innovation et même d'un quatrième qui s'appelle la création de la richesse et la création de l'emploi. Et donc c'est dans ce cadre, nous considérons donc que le secteur constitue un vivier de capacités, de compétences, de compétences. De compétences plutôt humaines et de capacités matérielles. Je cible là donc tous les investissements en termes de laboratoires, de plateformes technologiques, de centres de recherche, d'unités de recherche, d'incubateurs, de maisons d'entrepreneuriat. Alors, c'est important de mettre le cadre pour permettre à ces jeunes de laisser libre à leur créativité. Hein. Il faut aussi leur en donner les moyens. Alors, Monsieur Wadah, il est essentiel aujourd'hui pour le ministère des startups aussi de créer ce pont avec les universités pour les accompagner également. En fait, ce pont, il existe depuis le début. Nous, en fait, nous sommes le département de l'économie de la connaissance. Oui. Et les startups et la micro-entreprise. Et donc, la connaissance, fondamentalement, elle sort de l'université. Et donc, dans ce cadre, nous avons commencé à travailler avec l'université dès le premier jour. Et vous allez juste constater que les différentes conférences régionales qu'on a organisées en 2021, elles ont toutes été organisées en collaboration avec de grands pôles universitaires et avec tous les clubs scientifiques de la région. Et donc, nous sommes conscients que c'est à partir de la connaissance qu'on pourra prendre la matière première et créer de la richesse. Maintenant, un autre point très important, c'est qu'on parle des jeunes et des jeunes qui peuvent créer des startups, mais aussi il ne faut pas oublier qu'on peut parler des chercheurs et des enseignants qui peuvent encore créer des startups de manière encore plus facile, et en plus d'expérience, plus de savoir. Et aujourd'hui, un peu partout dans le monde, les personnes qui créent le plus de startups sont les profs universitaires, les experts, les chercheurs permanents. Et donc là aussi, il y a un volet très important. Et donc il faut essayer de trouver cette synergie, de coordonner cette connaissance, cette expérience avec un besoin du marché et mettre les étudiants dans la boucle, faire ce travail d'échange d'expérience et de capacité du savoir. Et je pense qu'en travaillant ensemble sur ce volet-là, on peut vraiment commencer à dire on a une partie de notre économie qui est basée sur la connaissance et qui permettrait de diversifier de manière progressive l'économie du pays. Oui. Alors, Monsieur Lito, vous êtes issu de nos universités. Vous êtes cofondateur d'une start-up qui a connu une success story. Est-ce que ça vous parle tout cela? Vous en aviez besoin à l'époque où vous étiez lancé? Comment vous avez fait justement pour vous lancer? Vous avez trouvé cet accompagnement? Alors déjà, peut-être pour revenir sur ce qu'a dit M. Wadah, je suis moi-même enseignant à l'université Bab Zouar, donc j'ai quitté un peu l'université pour me lancer dans la start-up. Je ne sais pas si c'est pas vraiment dans le domaine où je faisais mes études, où je faisais ma recherche, d'accord. C'est plus un petit peu. Moi, je vais insister un petit peu sur le côté de entrepreneuriat, l'esprit d'entrepreneuriat du fondateur. C'est important pour moi. Je pense que c'est le cœur de la start-up. Oui. D'accord. Donc, c'est un fondateur. L'esprit entrepreneurial, c'est quelqu'un déjà qui cherche pour que sa start-up réussisse, il va essayer de produire, offrir à ses utilisateurs quelque chose dont ils ont besoin. Oui. Donc c'est la première chose. La deuxième chose, une start-up, comme son nom l'indique, c'est la croissance. Donc une croissance exponentielle, c'est important. Donc cet esprit d'entrepreneuriat qu'il faut essayer d'encourager, d'essayer de pousser. Oui, c'est vrai qu'aux universités, il y a déjà ce vivier de connaissances, d'innovation, etc. Donc peut-être c'est facile. Il n'y a pas ce sens pratique. Quelque part l'idée est là, oui. D'accord, mais l'esprit entrepreneurial doit être poussé vers l'avant pour que ces startups
réussissent et arrivent à avoir cette croissance. Beaucoup de startups échouent justement parce qu'elles ne sont pas forcément bien accompagnées ou n'ont pas ce savoir entrepreneurial que vous demandez aujourd'hui. Alors, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Djibrani, il faut changer plusieurs choses au niveau de nos universités, améliorer la qualité de l'enseignement aujourd'hui si on veut qu'elles deviennent créatrices de richesse et d'emplois. Pourquoi pas et ne pas forcément demander de l'emploi et de permettre à nos diplômés de s'insérer plus rapidement dans la vie professionnelle. C'est ce qui est demandé aujourd'hui par exactement. les jeunes entrepreneurs. En termes quand on parle d'amélioration de qualité d'enseignement, on va baser sur quoi aujourd'hui? Comment faire en sorte que l'enseignement aujourd'hui puisse répondre et former le jeune innovant de manière à ce que sa start-up puisse réussir? Très bien. Là, il y a plusieurs dispositifs. Entre autres, la révision de la carte de formation universitaire, la révision des programmes pour les mettre au diapason de ce que demande justement l'environnement socio-économique, mais surtout préparer l'étudiant qui s'apprête à quitter les bancs de l'université et se heurter au monde du travail, à réfléchir autrement, c'est-à-dire à créer plutôt son monde du travail plutôt qu'aller le chercher ailleurs. Donc ça m'amène à parler des dispositifs que nous mettons en place. Monsieur le ministre est en train de mettre en place à partir de cette année universitaire. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas rester en marge de l'effort national. Monsieur Ouattara en parlait tout à l'heure, qui est mise en œuvre depuis déjà quelques années. Nous accompagnons, vous avez utilisé vraiment un mot-clé, c'est-à-dire l'accompagnement des jeunes étudiants qui s'apprêtent déjà, non seulement on n'attend pas qu'ils aient leur diplôme pour aller les accompagner à créer de l'emploi, à créer leur start-up, mais le dispositif mis en place consiste en l'accompagnement de l'étudiant dès le choix de son mémoire de fin d'études, son projet de fin d'études, et l'orienter vers un mémoire qui donc encadre une idée innovante. Et c'est de là qu'est venu donc le dispositif que nous appelons un diplôme, une start-up ou un diplôme, un brevet de création. On va voir tous les mécanismes qui seront mis en place. Les diplômés universitaires représentent un taux de 25% des promoteurs de start-up et d'entreprises réalisés, un chiffre jugé assez faible aujourd'hui. En fait, je pense que ce chiffre il est plus lié aux anciens mécanismes. Aujourd'hui, il représente beaucoup plus dans la population start-up. Mais il faut dire que dans les anciens mécanismes, c'est vrai, les universitaires utilisaient beaucoup moins les mécanismes de financement, en fait pour deux raisons. Et Mehdi a tout à l'heure souligné, d'un côté, on a besoin d'inculquer un esprit entrepreneurial à un étudiant pour qu'il puisse ne pas réfléchir uniquement à essayer de trouver un poste de travail, mais probablement essayer de créer son business. Ça, c'est un point qui est très important par rapport à ça. Le deuxième, c'est qu'il faut dire aussi que les anciens mécanismes n'étaient pas adaptés à l'innovation, à la prise de risque et à un business dont on ne connaît pas les résultats. Et donc, en fait, ce qu'a essayé de faire le département ministériel depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, c'est de mettre un cadre réglementaire pour identifier ceux qui font de l'innovation, mettre des mécanismes de financement adéquat avec une prise de risque, et c'est ce qui se fait un peu partout dans le monde. L'opération que Yassir a effectuée il y a quelques jours, c'était un fonds d'investissement international qui est à risque. Et donc aujourd'hui en Algérie, on a l'Algérien Startup Fund qui peut faire ce type d'opération et en Algérie. Et donc ça, c'est très important qu'il y ait les mécanismes d'accompagnement, vous avez parlé d'accompagnement, les mécanismes de financement qui vont avec. Maintenant, nous saluons cette initiative de projet PFE Startup parce que aussi, il y a un aspect très important, c'est que c'est une autre manière de diriger des ponts entre l'université et le monde réel. Aujourd'hui, partout dans le monde, l'université, elle est mesurée par le nombre de problèmes socio-économiques qu'elle résout, par le chiffre d'affaires qu'elle fait à la fin de l'année en travaillant sur des problématiques réelles du secteur socio-économique. Et donc, de cette manière-là, nous allons mener nos étudiants, nos profs et chercheurs qui les encadrent, à proposer des sujets sur le terrain. Un étudiant aujourd'hui, pour qu'il puisse prétendre à ce que son projet de fin d'études soit une start-up, il faudrait que dès le départ, le problème soit un problème réel, issu du milieu industriel ou du secteur socio-économique. Et donc, en fait, il faut essayer de voir d'où est-ce qu'il faut qu'on commence pour qu'on arrive à un projet de PFE Startup. Et je pense que nous, le point de départ devrait être probablement un vrai problème issu du tissu économique
du secteur de la société, dans certaines disciplines. Et de cette manière-là, on va maximiser les chances qu'un travail scientifique se fasse à l'intérieur de l'université. Connaître nos besoins et puis que les entreprises jouent le jeu également. On reviendra sur la place que les entreprises doivent tenir aussi au sein des universités. Monsieur Itouvou, dans votre démarche aujourd'hui pour vous lancer dans votre start-up, qu'est-ce que vous auriez aimé trouver de plus facile pour atteindre vos objectifs? Qu'est-ce qui vous a bloqué, on va dire? Quelles sont les entraves à enlever? Oui, en fait, donc nous, on a commencé en 2017. À l'époque, comme tous les fondateurs, on commence avec les fonds propres des fondateurs. Et c'est là, en fait, la difficulté, parce que les fonds propres, c'est limité, et puis il y a le risque, etc. Donc, à cette époque-là, on a essayé de trouver des facilités, des facilités point de vue taxes, point de vue, par exemple, aujourd'hui, on a peut-être une centaine de développeurs. Donc, ces développeurs-là ont besoin de matériel informatique de certains standards qu'on ne trouve pas facilement ici. C'est des marques qu'on ne trouve pas facilement ici. Et donc, on voulait, par exemple, avoir des possibilités d'importer ce matériel-là. À l'époque, on essayait d'aller vers l'Andy. D'accord ? C'était le seul, en fait, je parle de 2017, d'accord, oui. 2017. Donc, on essayait d'aller vers l'Andy. Vous avez des entraves bureaucratiques, on va dire, pour vous lancer. Vous avez connu des entraves liées à la bureaucratie. Oui, c'était des entraves bureaucratiques. Donc, on n'a jamais pu avoir, notre dossier été bloqué pour certaines situations. Et ça n'a jamais fonctionné. Donc, réellement, on n'a pas eu d'avantages fiscaux ni de financement local. Donc, il n'y avait rien en place. D'ailleurs, l'idée de créer ASIR aussi, c'était d'essayer de créer cet écosystème, parce que c'est un écosystème où les startups participent, le gouvernement participe, et en fait c'est... Et vous répondez à une demande également de la société. Oui, exact. Voilà. Donc c'est important. Et puis cet écosystème ne peut être créé uniquement par l'État. D'accord. Les startups doivent participer. C'est difficile au début, mais s'il y a une success story, une deuxième, une troisième, une quatrième, une centaine, c'est ça qui fait l'écosystème après. Et c'est comme ça que ça roule. Il ne faut pas lâcher, il faut continuer à se battre. Exactement, c'est difficile au début, mais c'est avec le temps. Ça peut parfois même échouer, mais il faut toujours reprendre. Les startups, on sait que beaucoup finissent par échouer, mais aussi certaines créent de véritables success stories. Alors on le disait, il est important aussi que les entreprises jouent le jeu. Il y a aujourd'hui, leur participation n'est pas très effective au niveau de nos universités. Et pourtant, comme vous le disiez, M. Djebrani, l'université est une pépinière aujourd'hui au niveau des compétences et de savoir. Comment créer aussi ce pont dont vous parlez tout à l'heure avec le monde du travail? Écoutez, c'est l'un des objectifs primordiaux qui donc constitue un élément clé pour la réussite du dispositif que nous donc œuvrons à mettre en place ensemble avec nos amis du ministère de l'économie de connaissances. Donc cela se ferait certainement par des rapprochements dans les deux sens. Il ne suffit plus de parler d'ouverture de l'université sur son environnement, mais plutôt d'une université qui va intercepter les problèmes réels, comme l'avait cité M. Wada, que ce soit au niveau du secteur économique, du secteur industriel, mais aussi au niveau des collectivités locales, parce que l'université se trouve dans son milieu urbain, suburbain, agropastoral, sud au nord, et cela fait qu'elle doit donc aller chercher à travers les mécanismes que nous devons mettre en place ensemble pour chercher donc le problème réel et ou plutôt la problématique, identifier la problématique, c'est ce que je voulais dire, et donc mettre en place ou chercher l'idée innovante qui contribue ou qui sera transformée par la suite à un business plan et une start-up par la suite. Vous avez parlé d'accompagnement, j'aimerais citer au moins un dispositif
que nous œuvrons aussi à mettre en place, et qui consiste en l'accompagnement de la start-up nouvellement créée. Donc avant, c'est peut-être l'expérience de notre ami de Yassir, la start-up avant partait et se jetait dans le bain de l'économie toute seule. Là, nous proposons au ministère de l'Enseignement supérieur d'accompagner pendant presque 2 années la start-up née. Donc nous la gardons au sein de l'université. Donc il y aura les locaux, il y aura les moyens. Tout à fait. Nous lui offrons. Ce qu'on a vu pour Tipaza. Exactement. C'est l'exemple de Tipaza. Donc c'est des espaces qui seront dédiés, qui seront plutôt mis à la disposition des start-up, moyennant donc des titres d'occupation provisoires d'1 année que nous pouvons renouveler encore 1 année et à titre vraiment d'hiver symbolique, à titre presque gracieux, de façon donc à permettre à la start-up d'avoir une adresse sociale qui lui permet d'avoir un registre de commerce et d'activer en attendant qu'elle puisse prendre des ailes. Il y aura d'autres établissements à l'image de Tipaza? Certainement. Donc une note est partie en direction de tous les établissements universitaires justement pour faciliter, consacrer des locaux et mettre en place le dispositif que nous avions cité. Il y a aussi donc des mesures incitatives en direction, tout à fait, en direction des encadreurs, des enseignants, qui feront aboutir des idées. Il y a même un projet de texte qui est en préparation, qui donnerait une prime, je dirais, incitative en direction des encadreurs qui pourront faire aboutir donc un projet et qui puisse à la fin avoir un label par la Commission nationale. Alors vous me tendez la perche pour le label. Aujourd'hui, on parle de label projet innovant, puis de label start-up. C'est bien cela. Il faudra que l'étudiant nous saluons cette initiative parce qu'en fait aujourd'hui il faut comprendre une chose, qu'on commence à avoir une cartographie de l'écosystème avec cette histoire de label, et en fait on a très vite constaté que les projets innovants sont pratiquement au même nombre que les startups. Donc les projets innovants, c'est des potentiels startups. Et Sidi Djibrani l'a très bien souligné, l'une des barrières, c'est le local. Et donc l'initiative que l'enseignement supérieur vient de lancer, elle est excellente dans ce sens où on peut permettre à ces projets innovants d'avoir un local d'une manière même temporaire, c'est déjà très bien, et de pouvoir au moins commencer les premières années à ne pas avoir cette charge de la location et ne pas entraver le développement de l'entreprise. Ça, c'est d'un côté. D'autre côté, il y a aussi un point très important, c'est que de cette manière-là, on va avoir les campus universitaires qui commencent à être aux normes internationales, où partout dans le monde, on voit qu'à l'intérieur des campus, il n'y a pas que les étudiants. Ouais. Il y a les grandes entreprises, il y a les startups, il y a des bureaux de conseil, il y a des fonds d'investissement à l'intérieur des campus. Donc en fait, graduellement, avec des initiatives comme ça, nous allons arriver à avoir des campus thématiques selon la compétence de la région, avec toutes les parties prenantes. Et m'a dit tout à l'heure, on l'a très bien souligné, un écosystème, ce n'est pas que le ministère. C'est l'entreprise, c'est les mécanismes de financement, c'est multisectoriel. C'est les grandes compagnies internationales qu'on doit attirer vers nos campus si on veut vraiment arriver à une dynamique réelle et à avoir des startups type Yassir qui sont de dimension internationale et qui peuvent répondre à un besoin un peu partout sur la planète. Il faudrait aussi qu'il y ait plus de laboratoires de recherche et développement, même au sein des entreprises aujourd'hui, ce qui manque beaucoup à notre niveau. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant que start-up qui a réussi, vous êtes prêt aussi à accompagner ou à faire profiter les jeunes étudiants de votre expérience? Bien sûr, c'est un peu ça l'objectif initial. C'est aussi à un certain moment, quand la start-up gagne en maturité, et elle peut créer, par exemple, et c'est dans les buts et les objectifs de Yassir aussi, c'est de créer son propre incubateur, accélérateur, d'essayer de coacher un peu les autres startups, d'investir dans ces startups-là, pourquoi pas, et d'essayer ainsi de contribuer à créer cet écosystème. J'aimerais aussi revenir un petit peu sur la partie université pour juste mettre peut-être une petite remarque seulement. Je suis allé à la Silicon Valley et puis
j'ai regardé un petit peu l'histoire des startups là-bas et tout ça. C'est construit autour de l'université Stanford, en fait. Donc, c'est à partir de là que tout a été créé. C'est la Silicon Valley, c'est Stanford. Ouais. C'est l'université elle-même. Donc, si on regarde le nombre de... J'ai pas le chiffre, d'accord, mais si on regarde le nombre de startups et si on regarde le capital, je veux dire, de chaque start-up qui est sorti de Stanford, c'est plus qu'un PIB de pays développés. D'accord. Donc, c'est important. Et d'ailleurs, même si on revient à cette université américaine, qui est pour moi un exemple dans le domaine de l'entrepreneuriat, ils ont leur propre fonds d'investissement et d'ailleurs, ils ont investi en ESG. Donc c'est quelque chose... Moi, je pense que peut-être il faut regarder aussi ce modèle-là qui a réussi. On peut le transporter aujourd'hui facilement chez nous ? Quels sont les mécanismes qui aideraient justement à faire en sorte que cela fonctionne bien ? C'est la mentalité, on va dire, de penser différemment. C'est ça, penser différemment. Les étudiants, quand ils sont à Stanford, ils pensent déjà à créer leur entreprise dès le départ. C'est même différent. C'est ça qu'il faut réussir à faire aujourd'hui. C'est dès le départ, en fait, que l'étudiant... mais en fait, il faut revoir tous les modes d'enseignement depuis l'école, je pense, depuis le primaire, avoir ce sens critique de l'analyse et essayer de créer, d'innover ce que nous n'avons pas encore forcément chez nous. On cherche toujours un emploi à la sortie de l'université, pas forcément à créer sa propre entreprise. Alors, il y a aussi une plateforme d'innovation à la disposition des étudiants, un espace numérique qui permet de mettre en œuvre les prototypes des mémoires de fin d'études afin d'accéder à ce label projet innovant au niveau de ministère de l'Enseignement supérieur qui l'a mis en place. Exact, mais donc pas que. C'est pourquoi j'avais parlé au départ de vivier de compétences, mais aussi de moyens et de capacités matérielles. Je parlais des maisons d'entrepreneuriat. Nous disposons actuellement de 81 maisons au niveau des établissements d'enseignement supérieur et nous comptons en créer d'autres. Nous disposons de 42 incubateurs. Il y en a aussi 30 qui sont en cours de réalisation pour être mis en œuvre très très bientôt. Mais aussi, j'avais parlé d'accompagnement en termes de mise à disposition des startups, d'espaces d'innovation, de plateformes technologiques, de laboratoires de recherche. Ce sera effectif à partir de quand pour les étudiants ? Quand est-ce qu'ils pourront s'inscrire ? Je sais qu'à partir de juin 2023, ils pourront présenter leur projet, leur mémoire de fin d'études en projet. J'aimerais juste donc dire qu'une commission nationale chargée donc du suivi de l'innovation et des incubateurs est déjà mise en place. Elle englobe en son sein un représentant du ministère de l'économie de connaissances, mais aussi un représentant du ministère de l'industrie via l'INAPI. Cette commission nationale a commencé déjà un travail de sensibilisation. Elle sillonne les 4 coins du pays et elle supervise un petit peu la mise en place de cellules au niveau des établissements, des cellules qui seront présidées par les chefs d'établissement eux-mêmes, qui seront aussi constitués des responsables des entités pédagogiques, c'est-à-dire soit le doyen, soit le directeur d'institut, soit le chef de département concerné, mais aussi du responsable de l'incubateur et des représentants des étudiants en fin de cursus. Ces cellules, justement, vont accompagner ce travail de direction ou de mettre en direction les étudiants en fin de cursus vers des PFE préparant la création de start-up. Mais là, on agit un peu en fin de cursus. Il faudrait peut-être essayer d'agir en amont. Voilà. Nous commençons prévoir par des les mécanismes en fin de cursus. sur le plan pédagogique aussi avant. Tout à fait. Mais donc, c'est une première, c'est la première année. Le temps nous presse. Nous devons mettre le dispositif en direction des étudiants qui préparent le mémoire. Mais ce seront déjà des ambassadeurs de cette idée qui suivent derrière les étudiants qui suivent. Et puis le ministère l'université se numérise. C'est important aujourd'hui qu'on passe à cette étape cruciale. Je pense qu'aujourd'hui la numérisation de tous les secteurs est importante. Ça va avec. Nous mettons en place un schéma national de numérisation
numérisation qui est basée sur, qui touchera, je dirais, tous les volets, que ce soit de gestion pédagogique, de recherche, de gouvernance. J'avais parlé la dernière fois de cela, mais le ministère l'a déjà concrétisé par un schéma national qui tourne autour de 7 grands axes avec plus d'une centaine de projets et plus d'une quarantaine de plateformes numériques qui toucheront tous les volets du secteur. La numérisation, Monsieur Wadah, aujourd'hui, on en parle encore comme un souci chez nous, beaucoup de travail encore à faire à ce niveau-là, mais il est important si on veut développer un écosystème, comme le disait, basé sur les nouvelles technologies aujourd'hui, sur l'innovation, on a besoin de numérisation derrière. En fait, aujourd'hui, partout dans le monde, quand on parle d'économie de la connaissance, l'économie digitale, elle prend la part du lion. Ça, c'est un point. Seyed Djibrani, il a parlé des moyens, des mobilisations des moyens, et aujourd'hui, il faut qu'on digitalise tout pour qu'on puisse utiliser de manière optimisée, de manière intelligente, tous ces moyens pour les étudiants, mais même pour les startups qui sont en dehors de l'université, et même pour les industriels. En fait, l'État a beaucoup investi ces dernières décennies. Aujourd'hui, il faudra rationaliser, il faudra numériser pour qu'on puisse optimiser l'utilisation. Maintenant, si on veut aller encore plus vite, c'est qu'il faut digitaliser tout, vraiment tout. Et si on veut parler, tout à l'heure Mehdi a parlé d'écosystème, en fait, il faudra vraiment avoir et la numérisation et l'interopérabilité entre les différents systèmes numériques. Aujourd'hui, notre rêve aujourd'hui, c'est qu'un Algérien puisse créer une entreprise à partir de son téléphone. Absolument. Et à partir de son et que ça prenne quelques minutes. On a eu un exemple ici une fois sur le plateau, ça a pris dans un autre pays. Et je voudrais dire, ça c'est quelque chose qui est indispensable et qui est vraiment très très urgent à mettre en place. Nous travaillons avec différents départements ministériels pour en arriver à là. Et je pense que ça va encore mettre une nouvelle brique à un écosystème plus favorable et plus aux normes internationales. Rapidement, votre avis sur la question de la numérisation aujourd'hui, est indispensable? C'est évident. Vous travaillez, vous, justement... Oui, nous, en fait, on a même... Tout est basé sur ça. Exact. Même dans nos opérations quotidiennes, quand on offre nos services à nos utilisateurs, on aimerait que certaines opérations qui ne dépendent pas de nous, d'accord, par exemple pour les paiements, on aimerait travailler avec la banque. Les systèmes bancaires sont encore rigides. Il n'y a pas vraiment une interbancabilité dans les systèmes. C'est pas vraiment relié. Et c'est encore plus par rapport à une société. Donc nous, par exemple, on perd 24 heures à 48 heures pour réconcilier il y a des pertes derrière, il y a aussi des pertes financières. Et le client ou bien notre partenaire chauffeur attendent ces 48 heures, peut-être un peu plus avec le week-end, d'accord, pour avoir le résultat de leur opération. On reviendra, Monsieur Djibrani, pour terminer sur cette question. Un diplôme, une start-up, nous en avons les moyens? Certainement, mais enfin, il faut d'abord la volonté de tous. D'abord, et je crois que déjà nous commençons à faire du travail collaboratif, participatif, et je pense déjà qu'il s'agit là de la clé de la réussite. Donc nous essayons, je vais rappeler juste que l'objectif du ministère est d'impliquer le maximum d'étudiants sortants. Je rappelle juste que l'Algérie, depuis 3 ou 4 années, produit quelques 400 000 diplômés. Parmi lesquels quelques 200 000 diplômés en master, et l'objectif serait d'impliquer quelques 80% de ces diplômés dans le dispositif diplôme ou PFE Startup. C'est tout ce que nous souhaitons. Merci messieurs d'avoir répondu à nos questions. Merci d'avoir été présents sur ce plateau. Nous allons passer à notre dernier plateau. Les élections mi-mandat aux USA, les mid-terms. Pourquoi sont-elles si importantes? C'est ce que nous comprendrons dans ce dernier plateau. Les Américains votaient donc hier mardi pour les élections de mi-mandat permettant de renouveler la Chambre des représentants dans sa totalité et une partie du Sénat, un scrutin destiné aussi à désigner les gouverneurs d'État. On revient juste après ce sujet. Entre déceptions relatives pour les Républicains et les indécisions au Sénat, les spécialistes sont unanimes. Les élections de mi-mandat aux États-Unis vont rebattre les cartes du paysage politique pour les 4 années à venir. Selon les résultats encore partiels annoncés à la mi-journée, les Républicains tiennent la corde à la Chambre des représentants et disposent d'une longueur d'avance à la Chambre des représentants avec 199 sièges contre 172. En revanche, au Sénat, les démocrates ont une légère avance, 48 sièges contre 47. La bataille s'annonce donc très serrée, mais il faudrait attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, avant qu'une majorité ne se dessine
au Sénat. Une certitude, la vague rouge, couleur des Républicains, n'a pas eu lieu dans les proportions d'avant-scrutin. Reste à savoir, dans le cas d'une majorité républicaine à la Chambre et d'un Sénat démocrate, quelles seront les difficultés que peut rencontrer Joe Biden pour gouverner jusqu'à la fin de son mandat. 3 scénarios distinctifs se profilent. Une très fine majorité républicaine reste possible, tout comme un Sénat démocrate et une Chambre des représentants républicaine. Le dernier scénario moins probable est celui d'un Sénat démocrate et une majorité démocrate. Dans le cas d'une majorité républicaine à la Chambre et d'un Sénat démocrate, il y aura pour la présidence Biden une grande difficulté à mettre des textes à l'agenda. Les républicains vont vouloir lancer des enquêtes et des auditions sur la tenue des élections, par exemple, les questions raciales, les questions économiques et les dépenses. Ce qui est certain, en revanche, c'est que ce rendez-vous vient confirmer, une fois de plus, une fracture aussi bien au sein de la société que de la classe politique américaine. Voilà, donc des élections cruciales qui se renouvellent tous les 4 ans à la mi-mandat du président. Souvent, elles sont considérées comme des élections d'un vote sanction contre le président en place. Tous les sondages donnés, les républicains gagnant avec une très grande majorité, finalement, ils sont au coude à coude. Aujourd'hui, les républicains et les démocrates. Monsieur Monsari, que nous accueillons sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir. J'ai oublié de vous présenter. Vous êtes là pour nous décortiquer un petit peu ce qui se passe donc aux États-Unis. Pourquoi ces élections sont-elles si importantes ? D'abord, c'est de par la Constitution et de par la loi électorale aux États-Unis, de par la composante du Sénat elle-même et de la Chambre des représentants, ce sont des rendez-vous traditionnels aux États-Unis. Maintenant, c'est vrai que parfois, ces élections servent de test pour le président en place, soit pour continuer, comment dirais-je, encourager sa démarche en cours, ou bien pour que ce soit un vote sanction. Soit c'est un vote de soutien ou un vote de sanction, tout dépend. Obama n'a pas eu ce problème à 2 reprises. Donc, historiquement, ça a été des votes sanctions. Oui, ça a toujours été des votes sociaux, mais Obama, au premier mandat, quand même, il a eu une chambre qui était confortable pour lui, donc ça lui a permis de continuer ce premier mandat tranquillement par rapport, et ça a commencé lors du 2e mandat. Là, c'est le premier mandat de Biden, forcément, donc c'est un test. Pourquoi c'est un test? Parce qu'aujourd'hui, il y a toujours des défis, il y a des problèmes qui viennent se greffer dans la réalité électorale américaine. Cette année-là, Biden sort de la pandémie, et puis il y a la crise économique qui a suivi, surtout la crise économique, parce que il y a une inflation très importante. L'inflation galopante qui a atteint 8,2% aux États-Unis, les débats aux États-Unis se concentrent justement sur cet aspect-là. Les débats des républicains, pas des démocrates. Les démocrates ont évité cette question. D'un côté comme de l'autre, il y a des dossiers dont ils partagent, comme l'avortement, l'IVG. Donc c'est un dossier qui... Ça a plus porté sur l'IVG et l'immigration que sur l'inflation. Ça a toujours été... Aujourd'hui, ce dossier revient très souvent dans les débats pour les démocrates, y compris pour les républicains. Ça reste à départager les 2 partis, y compris la crise économique. Il y a eu un débat au sein du Parti républicain s'agissant de l'inflation, surtout au niveau de la base. Mais ce qui est aussi intéressant à constater aux États-Unis, c'est qu'aujourd'hui, dans l'état actuel des choses, il y a véritable fracture. Absolument. Il y a une division de la société. Ces élections sont la traduction d'une fracture qui a été provoquée justement par la droite américaine. Le discours qui est véhiculé par la droite américaine, et qui est aussi reproduit contre les républicains par les démocrates, c'est le fait de mettre en cause la démocratie. Mais ça n'a pas été... C'est ce qu'a dit Joe Biden. Ce n'est pas l'apanage des seuls démocrates républicains aux États-Unis. Donc la droite partout dans le monde est en train d'utiliser cette carte-là comme quoi les élections ne sont pas transparentes. Ce problème de transparence est posé. Bolsonaro au Brésil l'a posé aussi. C'est un peu les républicains qui font courir cette rumeur encore une fois. Surtout pour faire croire qu'il y a un État profond, qu'il y a des institutions invisibles qui gèrent les élections, qui trafiquent et qui désignent. Et c'est cela le danger. La démocratie qui est vécue, auquel est confrontée les États-Unis. Donc le débat survient ici. Donc
Trump a comment dirais-je, a surfé sur cette vague-là depuis les élections de 2020, lorsqu'il n'a pas voulu reconnaître les élections, il a parlé de fraude. Et cette histoire de fraude a été aussi, attention, il faut revenir à l'histoire, a été aussi mise en avant par Al Gore en 2000, lorsque le vote de Floride était problématique. Il y avait une controverse sur le nombre de voix et c'est resté des semaines pour être tranché. Les démocrates ont aussi crié au scandale et crié à la fraude. Donc il ne faut pas, ce n'est pas simplement une revendication ou bien un tare qui concerne que les républicains, mais aussi la démocrate l'ont sorti il y a longtemps mais aujourd'hui on sait que depuis janvier 2021, depuis l'invasion l'assaut sur le Capitole, qu'il y a véritablement un grand problème aux États-Unis en matière de démocratie. On est en train, la droite, que ce soit l'extrême droite, elle surfe sur la vague qu'il y a une fraude et les élections ne sont pas transparentes, c'est répété, galvaudé et martelé à tout bout de champ pour faire croire, même aujourd'hui, si les résultats ne sont pas conformes aux revendications de la droite, ça veut dire qu'il y a une fraude. D'ailleurs, Donald Trump l'a dit dans une interview, dans un discours, qu'il était victorieux, qu'il a des chiffres qui prouvent que c'est les républicains qui vont l'emporter. D'ailleurs, son discours n'a pas été retransmis par les plus grandes chaînes américaines parce qu'ils s'estiment que c'est des fake news, que cela peut créer aussi de la violence derrière. Il peut y avoir des violences. Justement, lorsqu'on est arrivé au fait de croire que les élections peuvent être truquées et qu'il y a un État profond aux États-Unis qui gère ces élections, là nous sommes face à une menace réelle. Donc franchement, on voit que les États-Unis sont allés dans une piste très très dangereuse. Il y a un glissement politique qui fait croire qu'il n'y a plus de démocratie aux États-Unis. Si vous avez plus de 70 millions d'électeurs qui croient que les élections ne sont pas propres, ça reporte un danger, ça crée une frustration, surtout pour ceux qui voient en Trump leur prolongement où il traduit leurs aspirations. Donc forcément, aux États-Unis, il y a ce problème-là qui se pose. Mais ce n'est pas simplement ça. Donc les débats sont tranchés sur d'autres sujets. C'est vrai qu'il y a la peur du fraude, mais il y a aussi d'autres sujets qui sont importants, que ce soit pour les démocrates ou bien pour les républicains. On va en venir. Mais pour parler d'abord de cette fracture, de cette division, on parle d'ailleurs, certains experts disent qu'on ne parle plus des États-Unis, mais des États plus désunis qu'autre chose aujourd'hui. Il y a une fracture sur le plan politique, mais aussi au sein de la société. Il y a une division profonde à ce niveau-là. Tout à fait, puisque justement, les États-Unis est un continent, donc on parle d'État. Lorsqu'on parle d'État, il y a ce qu'on appelle une sorte d'administration locale ou de gouvernement local qui traduit une réalité. Donc on ne peut pas dire que l'État de New Jersey, comparé au Nevada ou Wisconsin, ont la même vision des choses, ou bien l'Ohio, ou bien le Texas. Donc, il y a certes fracture, il y a certainement une pensée profonde, une croyance et une conviction qu'il y a deux Amériques, celle de Donald Trump et celle qu'on appelle l'Amérique des communistes. Donc c'est dans la rue que ça se produit, chez le camp républicain. Chez les camps démocrates, on parle d'ultra, on parle de fascistes, on traite les autres de fascistes, et ça s'est traduit. Il y a certains signes qui ont fait comprendre que cette fracture commence à donner des signes de violence après les massacres qu'il y a eu qui ont ciblé les émigrés, donc des écoles où des Mexicains, majorité mexicaine, donc il y a eu des attaques de massacres, ce qu'on appelle des fusillades, qui se sont produites plusieurs fois et qui traduisent justement ce sentiment de haine qui est exercé par la droite américaine et qui est nourrie et alimentée par les discours de Trump. Mais justement, pour revenir à ces discours aujourd'hui de la droite, même dans cette campagne électorale, les campagnes peut-être portaient plus sur des propos haineux contre le camp adverse que sur des problématiques réelles de la société. Non, si on prend par exemple le candidat J.D. Vance
Ohio, quand même, il discutait plutôt de l'immigration. Donc, il parlait aussi de l'économie. Donc, il était le poulain de Donald Trump. Et c'est d'ailleurs, c'est lui qui a fait basculer l'Ohio, qui était un État swing, un État hésitant. Donc, il a remporté l'élection. Donc, le discours là-bas a été concentré sur, certes, l'immigration, bien évidemment, plus de durcissement au niveau des frontières, mais en même temps, le débat s'est porté aussi sur la situation économique. L'inflation a touché tous les produits de large consommation, et même au camp démocrate dans l'Ohio, on a évoqué cette inflation qui a fait subir, qui a touché de larges pans de la société américaine. Lorsqu'il y a une inflation, il y a eu une hausse galopante des loyers, les prix de matières premières, et même des carburants, eux qui ne payent pas très cher. C'est remonté. C'est là où l'Américain débat. C'est ça les véritables débats au sein de la. Mais justement, on avait l'impression plus que c'était des attaques d'un parti contre un autre parti. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément d'argent dans cette campagne électorale. Près de 17 milliards de dollars ont été dépensés juste pour les campagnes électorales. On parle de 23 plutôt, pas de 17, il y a 23 milliards, parce qu'il faut aussi compter ce qu'on appelle sur les contributions online, donc en ligne, qui ont été des petites sommes qui sont en train d'être versées dans les comptes des candidats. Donc pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, tout se passe sur les réseaux sociaux et surtout ceux qui votent à distance font d'abord la contribution, participent à la campagne électorale, au financement de la campagne électorale avant de voter. Donc la majorité de l'argent qui circule dans la campagne électorale provient des militants, bien évidemment, et provient aussi des sponsors, bien évidemment. Il y a la loi électorale qui limite comment dirais-je, les dépenses ou les participations, les financements des campagnes électorales ou des meetings. Toujours est-il que c'est pris en charge par les militants eux-mêmes. Dans chaque État, bien sûr, chaque État a sa propre loi. On ne peut pas parler des militants et des hommes d'affaires également qui sont derrière aussi les financements des campagnes. Y compris lors des présidentielles, même les chaînes de télévision se font campagne pour l'un ou l'autre candidat ou l'un ou l'autre parti. Donc l'Amérique est divisée réellement sur ce terrain. Donc il n'y a pas une seule Amérique. Et puis le système électoral aux États-Unis n'est pas le même que partout dans le monde. On ne connaîtra pas les résultats tout de suite. Pour l'instant, on donne la Chambre des représentants toujours en avantage pour les républicains. Pareil pour le Sénat. Au moment où on en parle, 49 sièges ont été obtenus. Il y a une légère avance, il n'y a pas ce raz-de-marée qu'on prédisait. Pas du tout. Il y a toujours, on attend les résultats en Arizona. Bon, il paraît qu'Arizona a été prise par les républicains. Ça reste le Nevada et ça reste, on a la Géorgie. En Géorgie, il y a un problème qui est justement le système électoral. Le gouverneur sortant, il a imposé... les 2 tours, je pense. Non, c'était chez lui. Il a imposé, il a obligé les électeurs de voter avec un permis de conduire. Donc ça n'existe nulle part aux États-Unis. Donc ce qui a réduit le nombre des votants. Mais toujours est-il que Herschel et Kemp sont en coude à coude. Ni l'un ni l'autre. Kemp, le démocrate, est en avance de 30 000 voix. L'autre, il est l'ancien footballeur, qui sont tous les deux afro-américains pour la circonstance. Il y a eu un afro-américain qui est passé également. La Géorgie, de 25 ans, âgé de 25 ans. La Géorgie a toujours été un État, dans son histoire, un État esclavagiste. Donc ça reste toujours un État très sensible. S'il bascule vers le côté républicain, donc c'est une indication sur ce qui va se produire dans les 2 prochaines années. Alors justement, on va y arriver. Les 2 prochaines années, est-ce qu'aujourd'hui... Joe Biden, on va dire, a limité la casse, parce qu'on s'attendait, les sondages en tout cas, donnaient les républicains pour de grands favoris aujourd'hui. Est-ce que cela va lui permettre un peu de se projeter pour les prochaines élections ou pas ? Il faut attendre. D'ailleurs, il faut attendre vendredi d'ailleurs pour les résultats du Nevada et pour le 6 décembre parce qu'il va y avoir un deuxième tour. Voilà, le deuxième tour dont je parlais pour le Sénat. Si les républicains emportent la majorité 51, ça reste autre chose. Donc c'est fini pour Biden. Il sera gêné dans sa manœuvre. Il ne pourra plus faire passer ses lois. La marge de manœuvre. Et même si les républicains prennent le Chambre des représentants, la
commission d'enquête contre Trump va être dissoute, franchement, directement. Donc, Trump qui annonce faire une annonce la semaine prochaine. Est-ce qu'il va se présenter aux élections ou pas? Non, il a déjà fait part de son intention. Lors de son meeting au Ohio, il a déjà fait part de son intention de se présenter. Donc il a laissé entendre qu'il sera candidat en 2024. Il n'a pas laissé ça au conditionnel, mais il a été direct. Il est déjà en campagne, puisqu'aux États-Unis, ça commence déjà 2 ans avant. Certains analystes, le résultat obtenu par les républicains, c'est un peu de sa faute. C'est un peu son discours extrême. Oui, le fait de s'allier avec des ultras comme Herschel, qui était l'un des vraiment meneurs de l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021. Donc ça a un petit peu entaché. Il n'a pas été d'aucune aide pour de nombreux candidats. Donc à part J.D. Vance, qui est en Ohio, où il a remporté parce que déjà en Ohio, la crise économique est tellement aiguë que beaucoup de démocrates ont hésité à voter. Donc forcément, pour Biden, tout dépendra de la fin de ces élections. Et ça pourra dessiner sa politique Mais beaucoup sont contre un peu la réélection de Joe Biden, vu son âge avancé, ça va être difficile pour lui de se porter candidat. Ça va être difficile pour lui je pense, tout le monde en parle. D'ailleurs, des problèmes de santé, bien sûr. La santé d'un côté, de l'autre, c'est trop. Il n'a pas réussi à réunir les démocrates. Les démocrates ne se sont pas réunis contre lui, mais se sont unis contre Trump. Donc pour sauvegarder ce qu'ils appellent la démocratie, et non pas parce que Trump était convaincant. D'ailleurs, même si sur le plan économique, il a réussi quelque peu à favoriser l'emploi ces derniers mois avec ce qui se produit en termes d'inflation et le fait que la Fed, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, a augmenté son taux directeur de 0,75%, donc ce qui portera le taux d'intérêt à 3 à 4%, 3,75 à 4%, ça va influer sur justement le marché de l'emploi et sur les dépenses publiques, et en même temps on voit aujourd'hui Meta qui a licencié 11 000 employés, donc la maison Facebook, ça a eu un retentissement sur la bourse, sur le Nasdaq. Donc forcément, il y a un risque pour Biden de perdre la majorité, ou bien, même s'il doit composer, il sera obligé d'aller vers un modus vivendi avec les républicains, mais ça sera quand même une indication pour la démarche à suivre, c'est-à-dire les années à venir. Oui, alors aujourd'hui, on parle beaucoup de la démocratie américaine en danger. Eux qui étaient un exemple en termes de poids et de contrepoids au niveau de la Chambre des représentants et des sénateurs, et finalement, avec ce coude à coude entre les républicains et les démocrates, cela ne représente-t-il pas plus un frein qu'autre chose, puisque cela risque de paralyser aujourd'hui plus les actions d'un président qu'autre chose? Vous savez, aux États-Unis, il y a l'establishment déjà qui a son poids. Il y a beaucoup de lobbies qui peuvent faire en sorte à ce que rien ne se bloque. Mais le danger n'est pas là. Le danger est le fait que la population, que la base croit réellement qu'il y a deux Amériques. Il y a une Amérique, on voit qu'il y a deux Amériques. Une Amérique pro-trumpiste, Trump, et les autres. Donc c'est cela qui est dangereux. C'est que lorsqu'on voit... Je prendrai un titre qui a été lu, il était une fois à deux Amériques. Oui, c'est le cas aujourd'hui. Il était 2 fois l'Amérique. Ça a été le cas en 2020. Jamais dans l'histoire des États-Unis, il n'y a eu un taux de participation aux élections comme celui de 2020, 72 millions d'un côté et 72 millions de l'autre. Donc les élections se sont jouées sur quelques milliers de voix en faveur de Biden. C'est cela qui était étonnant, et ce mouvement de la droite est maintenu. Donc, et les 160 millions d'électeurs attendus pour ces élections. Ils votent en masse, les Américains. Ils votent. Non, il y a la technologie, les aides aussi. La technologie les aide, voter à distance, et c'est pour ça que ça ralentit, ça alourdit un petit peu le dépouillement, ça retarde le dépouillement. Mais toujours est-il qu'il y a une fracture. La démocratie aux États-Unis passe par un moment difficile, même si ces élections se terminent en disant match nul.
la suite n'est pas rien ne dit que dans la rue, les violences ne vont pas persister. Le FBI, qui dans son rapport de les hate crimes, les crimes de haine, sont en hausse aux États-Unis. Forcément, il y a un danger sur la démocratie elle-même, parce que lorsqu'on fait croire à 70 millions d'habitants, c'est pas petit, 70 millions, qu'il y a un État profond qui gère, que le vote est truqué, ça reste quand même, c'est un coup fatal et dangereux pour l'establishment américain et pour tout le processus ou toute l'organisation démocratique aux États-Unis. On a vu ce qui s'est passé au Capitole, c'était historique. Exactement. Alors aujourd'hui, il n'y a pas réellement de figure de remplaçante pour les démocrates. Il y a par contre pour les républicains Donald Trump qui dit donc qui laisse un peu dire qu'il va se représenter pour les élections 2024, mais il y a aussi son concurrent, le gouverneur de Floride, qui pourrait être son concurrent direct aujourd'hui. Il est beaucoup plus jeune que lui et un discours plus tempéré, on va dire. Oui, mais les primaires ne sont pas encore... tout se décidera aux primaires. Donc la base, c'est vrai que la base des États-Unis ne vote pas. C'est pas elle qui décide du candidat. Mais disons que dans les primaires, on va voir si... Est-ce que Donald Trump aurait des chances, je veux dire par là, d'accéder encore une fois à la présidentielle? Il faudrait admettre qu'il a une vraie popularité, qu'il a des réseaux qui sont derrière lui, qu'il est même soutenu de l'extérieur. C'est-à-dire, on voit d'un bon œil aux Émirats ou en Arabie Saoudite le retour de Donald Trump que le maintien de Biden ou d'un démocrate. Il y a une véritable fracture entre ces deux pays avec les démocrates aux États-Unis. Donc, est-ce qu'il aura la latitude? Il a l'expérience, il a les réseaux, et peut-être au sein il a la base, parce que le Parti républicain, s'il ne porte pas un candidat qui est adoubé par la base et soutenu par la base, il va au suicide. Donc, il a déjà la base avec lui, et je pense que les démocrates, les leadership du Parti républicain savent que la base est avec lui et qu'il peut faire amener les républicains vers un retour à la Maison-Blanche. Donc c'est cela il faut tenir compte de ces détails-là. Bien évidemment, d'ici 2 ans, on ne sait pas ce qui va se produire, mais il y a ces paramètres-là dont il faut tenir compte. D'abord, qu'il y a une fracture, que Donald Trump possède d'une base intéressante et importante, et 3, qu'il a toujours le discours « Make America Great », c'est-à-dire faire de l'Amérique le fameux MAGA. Donc, c'est et ça toujours l'Amérique qui passe en premier, first. C'est ses intérêts, American et first. ça peut jouer en sa faveur. Et il a ce réservoir électoral qui est acquis d'avance. Ça restera, donc tout se jouera du côté des démocrates. Est-ce qu'ils ont le potentiel et la capacité de mobilisation et de financement et de persuasion pour se maintenir au cap et maintenir la Maison-Blanche pour un deuxième mandat? Certainement pas avec Biden, mais d'ici là, ils vont rechercher... De toute façon, aux États-Unis, ils ont l'habitude de sortir des figures à la dernière minute. Personne ne connaissait forcément Barack Obama avant ou d'autres présidents. C'est-à-dire qu'il est important pour avoir une figure de remplacement. Les démocrates ne jouent pas sur le candidat, parce que si c'était le cas, ça n'aurait pas été Biden. Mais ils jouent sur un projet et une défense vous savez que les démocrates jouent toujours avec les minorités, donc toutes sortes de minorités, les immigrés, les LGBT, tous les minorités sont favorables aux démocrates. Et ça passe, la plus grande illustration, c'est la Californie, qui est le fief de démocrates, qui n'a jamais changé de camp depuis des années. Donc voilà, donc les démocrates ne sont jamais derrière un homme, mais derrière des valeurs, derrière un projet, derrière contrairement une réalité. Aux républicains, on a l'impression de voter plus pour un homme que pour le parti ont une croyance, politique. ils ont une idéologie suprémaciste. Mais attention, il ne faut pas croire que les démocrates sont meilleurs que les républicains pour l'Amérique et pour le reste du monde. Donc il ne faut pas... Les démocrates ont toujours été des va-t-en-guerre, depuis Roosevelt. Justement, l'impact sur la politique internationale. Bon, vous savez que les élections en Amérique ne se jouent pas à Washington. Donc ce n'est pas Washington qui décide de l'avenir des élections. Ce n'est pas la politique extérieure qui prime ou elle est vraiment absente pour le commun des Américains. La politique étrangère ne l'intéresse pas beaucoup plus de ce qui se passe autour de lui dans sa vie quotidienne. C'est vrai que dans son discours, Trump est proche des Russes. Il ne veut pas d'affrontement avec les Russes, mais il reste viscéralement
anti-chinois, donc il est contre la Chine. C'est le seul point commun peut-être entre les démocrates et les républicains aujourd'hui, c'est bien le combat contre la Chine. Oui. Ça, ce n'est pas un combat d'un parti, mais c'est un combat d'existence d'un establishment. Oui. Aujourd'hui, beaucoup s'attendent à ce qu'il y ait peut-être moins d'aide, comme vous le disiez, il ne veut pas se confronter à la Russie, peut-être moins d'aide à l'Ukraine, qui est accusée aussi de créer cette inflation aux États-Unis. Tout à fait, tout à fait. On a vu quelques candidats qui disaient que pas plus d'aide, on voyait des discours, il n'y aura plus d'aide en Ukraine. Donc ils promettent déjà que l'argent, et ils le disent, America First, ils le disent que cet argent-là qui est envoyé aux Ukrainiens doit revenir aux Américains. Donc forcément, la question de l'aide, attention, mais il faudrait savoir si les républicains vont obtenir la majorité au Congrès. C'est tout se joue au Congrès. La Chambre des représentants restera une chambre de débat. Et puis peut-être que les gouverneurs, parce qu'aussi dans ces élections, il y a la réélection des gouverneurs aussi. Donc ils peuvent jouer du lobbying ou faire pression pour ne pas envoyer des aides ou bien envoyer du matériel qui existe dans leurs États. Donc ça peut si les républicains remportent la majorité au Congrès, il y aura certainement un revirement, sinon une révision de la politique étrangère américaine s'agissant de l'Ukraine. Par contre, il y aura un accommodement ou un accord avec Biden s'agissant de la Chine, parce que c'est une philosophie commune. L'ennemi réel pour les États-Unis, que ce soit démocrate ou républicain, c'est bien la Chine et non pas l'URSS. Oui. Merci Monsieur Kamel Mounsali. Je rappelle que vous êtes directeur de publication Jeune Indépendant. Merci d'avoir répondu à ces questions, de nous avoir éclairé sur ces élections de mi-mandat aux États-Unis. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention, de nous avoir suivis. Très bonne fin de soirée sur Canal Algérie. Au revoir et à très bientôt.